La flemme olympique, c'est un beau sujet, c'est intéressant, c'est une façon d'entrer dans l'olympisme qui est assez inhabituelle, parce qu'effectivement, ça évoque plutôt le repos, le délassement, et à un moment, finalement, on n'est pas dans l'effort, on n'est pas dans la performance, on n'est pas forcément uniquement dans le physique, et peut-être l'olympisme est un peu trop souvent associé à cette idée de la performance du corps, la représentation, la médiatisation, le marché aussi du sport qui a beaucoup pesé pendant tout cet été olympique. Et peut-être ça nous a donné un peu la flemme en fait. Et c'est une bonne entrée, la flemme, pour réfléchir un peu autrement à ce que peut être cet olympisme et les valeurs que sont aussi l'olympisme. Alors effectivement, c'est la performance, c'est effectivement le corps qui se développe, qui déploie ses possibilités. Mais les valeurs de l'olympisme, c'est pas seulement le corps, c'est aussi l'esprit. C'est aussi l'idée d'un corps sain dans un esprit sain. Alors sain, c'est pas forcément une valeur très rassurante parce qu'on se demande ce qu'est un esprit sain. Mais en tout cas, ça nous oblige à nous demander ce que c'est un esprit qui se développe, qui se rassemble, qui réfléchit en fait. Et c'est peut-être une autre entrée à l'olympisme auquel on n'avait pas songé et que je trouve finalement assez intéressante. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut être un esprit qui va, comme le corps, se muscler au fond, parce que on accepte de muscler son corps, de faire des exercices, des fois de peiner beaucoup, de se lever tôt, et on ne se demande pas pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on a envie de développer son corps et que c'est normal, on a un corps. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec son esprit en fait? Pourquoi est-ce que l'idée que l'esprit soit comme un muscle qu'il faudrait développer? Et si on accepte cette idée, on se demande au fond de quoi il aurait besoin cet esprit pour se développer, de quelles conditions il aurait besoin. Et il y a une question qui est rarement évoquée quand on parle de ça, donc le développement de l'intelligence, le développement de la réflexion, le rapport complexe au réel, le discernement. A priori, tout le monde est d'accord avec ça. Il faut le faire, il faut faire ce qu'il faut pour se donner le maximum de possibilités de comprendre au fond. Et il y a un élément qui est très rarement évoqué pour évoquer ces conditions idéales du développement de l'esprit, de muscler son esprit, c'est un mot tout simple auquel finalement on est affronté à chaque instant, c'est le temps. C'est le temps, bah oui. Pour développer la vie de l'esprit, pour réfléchir, pour penser, il faut du temps. Il faut un temps très spécifique, un temps qui soit libéré en quelque sorte de toutes les contraintes, des urgences, des distractions, des nécessités, un temps, une espèce de bulle de temps idéale dans lequel on peut vraiment développer sa pensée. Hannah Arendt, qui a beaucoup réfléchi sur la question, évoque l'idée de la pensée en elle-même. Il faut pouvoir développer la pensée sans objectif précis, sans limite. Et c'est là qu'elle va donner des choses, c'est là qu'elle va pouvoir envoyer des choses originales, qu'elle va nous mener dans des territoires qu'on n'avait pas imaginés, et qu'elle va nous permettre de reconnecter des choses auxquelles on n'avait pas beaucoup songé. Et donc ce temps de la pensée, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas du tout valorisé. Au fond, notre société, elle court partout, elle va très vite, elle valorise plutôt le temps rapide. Et puis surtout, cette société, elle nous donne beaucoup de temps libre, parce que dans l'histoire du monde, jamais autant de gens, en tout cas en Europe, en Occident, quand on a un boulot, qu'on n'est pas dans l'urgence, qu'on n'est pas dans la survie, a priori, on a quand même pas mal de temps libre. Et le problème, c'est que ce temps libre, il est uniquement associé au divertissement ou au repos. En fait, il ne faut pas se prendre la tête, il faut se lâcher, il faut s'éclater, il faut se livrer entièrement, au fond, à toutes ces industries du temps libre qui se sont développées depuis les années 30, en gros, avec le cinéma, la télévision, maintenant les smartphones. Et il ne faut surtout pas laisser de temps pour se réfléchir, pour développer cette intelligence. Il faut absolument combler ce temps, le remplir au maximum. Et je pense qu'un des problèmes de notre époque, c'est que précisément là, on commence à toucher une certaine limite, parce que l'être humain, il a besoin, malgré tout, de ce temps-là, il a besoin de se lâcher, il a besoin de s'ennuyer, il a besoin de se livrer à cette fameuse flemme, peut-être de façon olympique, parce qu'il en est tellement privé qu'il faudrait qu'il fasse des concours de flemme. Et donc là, on atteint une limite parce que tout ce temps libre, il est absolument rempli à ras-bord
de toutes ces distractions, et spécialement depuis quelques années avec un instrument que vous connaissez bien, qu'on a tous dans nos poches, qui est le smartphone. Le smartphone, chaque fois que vous avez un petit moment, quelques secondes, quelques minutes, vous allez sur votre smartphone et vous scrollez, et je dis vous, mais moi aussi, hein, je donne la leçon, mais je suis le premier aussi à tomber dans le panneau. Et c'est très difficile d'y résister parce que les smartphones, et en tout cas les réseaux sociaux, ils sont conçus par des spécialistes, par des neurobiologistes qui ont vraiment fabriqué les algorithmes, les dispositifs pour vous rendre addictifs, pour nous rendre addictifs. C'est-à-dire que ça a été conçu comme une véritable drogue en fait. Et donc très difficile d'y échapper. Alors la flemme olympique, c'est intéressant parce que c'est un moment où on peut prendre un peu de recul par rapport à la vision qu'on a aujourd'hui de l'olympisme, la performance physique, les médias, le marché. La flemme, c'est un moment où on se détend, on arrête un peu, peut-être on se met à réfléchir un peu différemment, on se donne du temps pour développer cet autre muscle qui est la pensée au fond, parce que c'est peut-être ça, et ça nous renvoie d'ailleurs à l'origine des valeurs olympiques. Il y avait effectivement la performance physique, il y avait le dépassement, mais il y avait aussi les valeurs morales, il y avait l'éthique, il y avait l'amitié, toutes choses qui supposent quand même qu'on mobilise un autre muscle qui est celui du cerveau. Parce que pour réfléchir à comment bien agir avec les autres, pour développer son imaginaire, il faut prendre le temps. Et c'est peut-être ça qu'on ignore souvent, c'est que cette forme de pensée-là, qui n'est pas une pensée utilitaire, qui est une pensée désintéressée, elle a besoin de temps, un temps spécifique, un temps coupé des urgences, des besoins, un temps où on est attentif, peut-être au silence, au temps long, attentif aussi à l'ennui. Il y a ce mot extraordinaire de Paul Valéry, ce penteur des années 30 qui disait « on ne sait plus féconder l'ennui ». Peut-être c'est ça, cette flemme, c'est une invitation à féconder ce qui nous apparaît comme de l'ennui, et qui n'est peut-être pas de l'ennui, en fait c'est peut-être l'ennui de la pression, de la société, de toutes ces injonctions, et en fait on est pressé de reconnecter avec ce qui fait le fond de notre conscience, c'est-à-dire pouvoir avoir le temps, pouvoir être dans ce temps long où on va réfléchir un peu autrement. Et peut-être le problème pour rentrer dans cette autre façon d'appréhender notre pensée, c'est qu'on n'a pas de mots pour qualifier ce que c'est ce temps intelligent, en fait, ce temps où on développe notre intelligence. Et vous savez bien, quand on n'a pas de mots pour qualifier quelque chose, on ne sait pas avancer, on ne sait pas le valoriser, on ne sait même pas qu'il existe, même si on le fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ce mot, il existe. C'est un très vieux mot, c'est un mot latin, et qui renvoie à ce qu'on pouvait appeler une institution dans l'Antiquité qui s'appelait le loisir intelligent. Non seulement ça existait, mais c'était considéré comme vraiment très 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 important, comme une valeur de la vie sociale au maximum qu'on pouvait imaginer, pour ceux qui pouvaient se le permettre. Et ce mot, il s'appelait l'osium. Alors bizarrement, le mot a disparu, il n'a pas trouvé de descendants. C'est-à-dire que si, il y a deux mots qui traduisent un peu cette idée d'osium, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que le concept d'osium est venu dans notre vocabulaire, mais il a changé de sens. Et il y a deux mots qui traduisent ça, c'est oisiveté et négoce. Et l'oisiveté, donc c'est le descendant de l'osium, et l'oisiveté exprime complètement l'idée que le temps libre, ça ne sert à rien. L'oisiveté, mère de tous les vices, et que donc vaut mieux occuper son temps à travailler. Et le deuxième mot, c'est encore plus spectaculaire, c'est négoce. Négoce, c'est du latin, donc nec osium, négation de l'osium. L'autre nom du marché, le négoce, est donc fondé sur la négation d'osium. Donc il s'est passé quand même un truc absolument extraordinaire pour qu'on en soit arrivé là. Comment est-ce qu'une valeur qui était vraiment centrale dans l'Antiquité, qui permettait de réfléchir, qui permettait de développer son intérieur, son libre arbitre, de réfléchir à l'éthique, de faire son travail de citoyen aussi, puisque l'idée c'était qu'il fallait du temps pour réfléchir à la meilleure façon de rédiger les lois, de contribuer au bien commun. Toutes ces choses-là qui valorisaient donc ce temps intelligent,
tout ça s'est effondré et aujourd'hui, on nous parle de rentabilité et de temps mort qu'il ne faut absolument pas laisser mort et qu'il faut remplir au maximum. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Alors, ce mot, il a une histoire. Alors, elle n'est pas simple, parce qu'effectivement, là où ça se complique, c'est que ça ne commence pas avec Ossium, ça commence avec les Grecs. Les Romains n'ont fait que recycler une idée grecque. Et les Grecs appellent le loisir intelligent, ils l'appellent la scolée, qui a donné école. Donc ça dit bien aussi chez nous que dans notre société, le seul moment où on peut réfléchir, c'est durant la scolarité. Et les Grecs inventent la scolée, ils l'inventent en même temps que la philosophie et la démocratie. Donc vous voyez l'importance de la chose. La scolée, au fond, c'est simplement le temps qu'il faut pour développer son intelligence, sa réflexion, sa pensée, et le faire de façon désintéressée, c'est-à-dire en dehors des urgences, en dehors des calculs, en dehors des nécessités matérielles. C'est la possibilité de réfléchir aux choses telles qu'elles se présentent pour pouvoir comprendre le sens des choses. Les Grecs, au fond, sont les premiers à considérer que le sens de la vie, que la signification du monde n'est pas religieuse, n'est pas liée à la tradition, n'est pas liée au rapport de force violent, il est lié simplement à la reconnaissance que c'est dans l'esprit humain, c'est dans l'utilisation de l'intelligence qu'on va imaginer quelles sont les meilleures lois, quelles sont les meilleures morales, les meilleures éthiques. Donc les Grecs situent au maximum de la vie humaine l'attitude de la scolée, du loisir intelligent. Les Grecs vont récupérer ce concept, les Romains, pardon, vont récupérer ce concept, mais vous savez, les Romains, ils sont très différents des Grecs. Autant les Grecs considèrent que la vie contemplative, la vie de la pensée est vraiment très importante, c'est pas pour rien qu'ils inventent la philosophie. Les Romains, décidément, les Romains, ce qui les intéresse, c'est faire des villes, c'est faire des routes, c'est changer le rapport au réel, c'est modifier la nature, c'est d'être dans l'action en fait. Donc les Romains, ils vont considérer que le loisir intelligent, c'est important, mais c'est autorisé dans la vie privée quand on a fait les choses importantes qui sont la vie professionnelle, la vie naturelle, les obligations familiales, etc. Alors quand on a fait tout ça, on peut se permettre un peu de loisir intelligent, un peu d'ossium. Donc là, ce qu'il appelle l'ossium. Et c'est à partir de ce moment-là que, alors que c'était une valeur de toute la société grecque, ça devient une valeur privée en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on a le moyen, quand on a les moyens de le faire, et qu'on en a le temps, et c'est quelque chose qui vient après les choses importantes. Et donc c'est aussi là qu'il y a un autre basculement qui fait que ça devient presque quelque chose d'un peu aristocratique. Au fond, l'ossium, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre, qui ont du temps libre. L'ossium perd en quelque sorte sa dimension sociétale, sa dimension politique. Ça devient une sorte de luxe dont on peut se passer en quelque sorte. Et c'est ce partage-là qui va s'imposer jusque pratiquement au XXe siècle. Au fond, ce qui compte, c'est le temps du travail, c'est le temps de la famille, mais le temps où on peut réfléchir, on peut inventer, on peut laisser sa réflexion se développer, c'est pas important. Avant le XXe siècle, il y a une étape aussi très importante qui est l'étape des religions monothéistes et en particulier du christianisme qui va se glisser en quelque sorte dans le lit romain et va considérer qu'effectivement l'ossium est une valeur qu'on peut développer mais dans un cadre religieux. C'est-à-dire qu'on est autorisé à réfléchir, à développer une éthique alors même qu'on a travaillé et qu'on a rempli toutes les autres tâches. Donc ça reste toujours quelque chose de secondaire, mais uniquement dans un cadre absolument religieux, dans le respect des dogmes. Et là, on est dans une opposition complète avec le principe de la philosophie grecque, qui est justement de développer cette pensée, ce loisir intelligent, en dehors des dogmes, en dehors des préjugés, uniquement sur l'observation, sur la réflexion qu'on peut faire par rapport au réel. Donc, le christianisme va être un moment où on peut continuer à réfléchir sur l'éthique, mais dans un cadre extrêmement contraint, extrêmement religieux. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est l'avènement de la démocratie et c'est en quelque sorte la démocratisation de l'ossium. C'est un peu le moment de l'ossium du peuple avec la création des congés payés. 1930, les congés payés créent les conditions de temps libre qui permettent l'ouverture de ce fameux ossium à toute la population. Et il y a, au moment où on crée les congés payés, notamment à gauche, notamment aux anticommunistes, un discours extrêmement volontariste sur l'idée qu'une grande partie de ce temps libre,
qui sont consacrées évidemment au repos, au divertissement. Une partie peut être consacrée aux cours du soir, aux expositions, aux musées, toutes choses qui permettent de s'ouvrir un peu l'esprit, de développer cette réflexion personnelle indépendamment finalement des conditions. Le problème, c'est que quand se développe, dire pour tous en quelque sorte, se développe aussi une industrie du temps libre qui va bien comprendre tout le profit qu'elle peut tirer de ce temps libéré. C'est d'abord le cinéma populaire qui va attirer énormément de monde, ensuite la télévision, vous savez le nombre d'heures que la télévision va être allumée dans les foyers et la façon dont elle va fonctionner comme un aspirateur de ce temps libre, pas forcément pour réfléchir, mais au contraire pour un peu nous abêtir et finalement nous occuper ce temps de cerveau disponible. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, un acteur encore plus puissant pour aspirer ce temps libre, s'est invité dans nos vies, jusque dans nos poches, ce sont les smartphones et ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont conçus pour nous rendre vraiment addictifs. Donc là, ce n'est pas seulement une question de choix culturel, c'est vraiment comme un psychotrope, comme une drogue. Vous êtes commencé à sur votre écran et il y a un mécanisme dans votre cerveau qui, à un moment donné, va faire un cliquet et vous empêche de vous arrêter. Et on a tous eu ce sentiment après des heures de scrolling où vous réveillez, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Bah, rien du tout. Et en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'au fond, ce temps libre intelligent qui peut paraître une sorte de luxe, et évidemment on peut avoir du temps pour réfléchir, bah, en fait on s'aperçoit qu'avec cette captation mise en place par les réseaux sociaux, par les écrans, en fait c'est notre capacité même de nous concentrer, de réfléchir même au minimum de choses qui est menacée. Donc on voit bien que là il y a un changement complet de la problématique. Cet otium qui peut paraître une sorte de luxe, bah, il devient en fait une espèce de bouée de survie pour pouvoir résister à cette marchandisation de notre temps de cerveau disponible. Comment pratiquer l'otium très concrètement? Bah, la vérité c'est qu'on en a tous de l'otium sans le savoir. C'est simplement quand on se pose, qu'on accepte un peu de prendre le temps de ce qu'on fait, de lire un livre, d'avoir une conversation un peu profonde. C'est tous ces moments où on développe notre réflexion, notre intelligence, notre discernement, notre capacité de comprendre des choses complexes et on est dans le désintéressement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de calculer ce qu'on fait, de chercher un objectif à ce qu'on va... Non, on est vraiment à ce qu'on fait profondément, pleinement impliqué dans ce qu'on fait. Et c'est dans ces moments-là que des choses nouvelles vont apparaître, qu'on va comprendre des choses, qu'on va se rapprocher des gens, qu'on va être dans une empathie, qu'on va être dans une réflexion qui est vraiment féconde. Il y a un domaine particulier qui est vraiment otiomique, entre guillemets, qui est évidemment l'art. La fréquentation des œuvres, un spectacle, sont des moments vraiment privilégiés d'otium parce que, par définition, l'art, on ne peut jamais le réduire à un calcul, on ne peut jamais le réduire à une utilité. Une œuvre, elle va toujours déborder ce qu'on veut lui faire dire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le dialogue qu'on entretient avec un tableau, avec un livre, avec un spectacle, ça va continuer à travailler en nous, ça va mobiliser des tas de dimensions de notre intelligence cartésienne, mais aussi notre intelligence sensible, notre intelligence du cœur. Ça va vraiment nous aider à appréhender ce qu'est finalement cette fameuse réflexion désintéressée, qui est quelque chose qu'on ne peut pas calculer et qui est en même temps décisive pour nous faire accéder à des niveaux de discernement, des niveaux de partage qui sont impossibles dans un monde où il n'y aurait que le marché qui dominerait, où il n'y aurait que le calcul et il n'y aurait que cette espèce de vision ultra-matérialiste où tout ce qu'on fait est lié à un objectif qu'on recherche. Et je dirais que c'est absolument décisif, non seulement pour notre développement de notre intelligence, de notre culture, mais c'est aussi décisif pour l'éthique, parce qu'on ne peut pas réfléchir à nos comportements, à ce qu'on fait de bien, de mal, si on n'est pas dans cette réflexion désintéressée, cette réflexion sans calcul. Et c'est aussi important peut-être pour une chose encore plus décisive pour nous tous, pour la démocratie. Pour être vraiment citoyen, il faut prendre ce temps désintéressé, c'est-à-dire littéralement au-delà de nos intérêts, pour réfléchir à ce qui est la bonne décision, à ce qui est la loi et comment nous, comme citoyens, on peut participer évidemment par notre vote, mais aussi par notre engagement citoyen, par notre engagement associatif, bénévole, dans les syndicats. Ce besoin de temps de réflexion qui est vraiment coupé des intérêts,
qui paraît tellement étrange aujourd'hui, eh bien, il faut pouvoir se reconnecter avec ça, parce qu'au fond, c'est une façon de se reconnecter avec les origines de la démocratie. Les Grecs inventent la démocratie, alors certes, c'est réservé à un petit nombre, toutes les Grecs n'est pas démocratique, mais à l'époque, c'est déjà énorme qu'une société ait donné à tant de gens la possibilité de participer aux institutions. Et cette idée de démocratie, elle est profondément liée avec l'idée du loisir intelligent, avec la scolée. Donc on voit bien qu'avec ce mot, en utilisant ce mot osium dans notre quotidien, on valorisera ces moments de réflexion personnelle, on s'encouragera à consacrer du temps à cela, donc au sens littéral, à créer de la sacralité dans notre quotidien, à ritualiser des moments qu'on va consacrer à l'osium. Ça nous fera du bien en termes de développement de notre réflexion, de notre libre arbitre, notre fort intérieur, mais aussi ça nous reliera aux autres parce que ça nous aidera à être de meilleurs citoyens. Alors vous êtes bien là, bien installés dans vos matelas, tranquilles, relax. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes des champions de l'osium. Alors, vous avez compris que l'osium, c'est pas rien faire. Hein. La flemme, oui, mais il faut bosser, il faut muscler son cerveau. Il faut finalement être fidèle à ces Grecs qui inventent l'olympisme, mais ils inventent aussi la scolée, ils inventent le loisir intelligent. Donc tout ça est lié. Donc vous savez que quand vous avez un petit moment comme ça de flemme, vous pouvez en faire un moment d'osium.